Malgré plusieurs gains faits au cours des dernières années dans nos pays, concernant la santé de la population, force est de constater que d'importants défis demeurent eu égard aux inégalités sociales de santé, au fardeau des maladies chroniques, aux risques liés aux épidémies, aux pandémies et aux menaces environnementales. Bienvenue dans ce spécial numéro qui porte sur la loi d'urgence de santé publique. Notre invité est M. Paul Dossou-Banka. Il est consultant juriste auprès de Resolve to Save Lives, une initiative de Vital Strategies. Bienvenue à tous et à toutes. Restez des nôtres pour découvrir des informations très importantes sur cette thématique. Bienvenue. Bonjour Monsieur Paul Dossou-Banka, merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important, c'est les urgences de santé publique. Alors, que doit-on comprendre en matière d'urgence de santé publique? Merci Madame. Une urgence de santé publique correspond à un événement ou à une menace imminente qui est liée à une maladie ou à un état de santé et qui présente un risque humain important en termes du nombre de décès et d'invalidité, que cette invalidité soit à long terme ou permanente. C'est bien clair, une définition très claire de ce que nous pouvons attendre d'une urgence de santé publique. Alors, qu'est-ce qui caractérise aujourd'hui une loi d'urgence de santé publique efficace selon vous? Je suis consultant à Resolve to Save Lives. Nous avons fait un travail, nous avions identifié 12 caractéristiques importantes 12 caractéristiques qu'il faut nécessairement trouver dans un cadre juridique, dans une loi efficace des urgences de santé publique. Et quelles sont ces 12 caractéristiques? Merci. Pour les caractéristiques, nous avions 12 comme je l'ai dit. La première, c'est qu'une urgence de santé publique doit couvrir la totalité. Une loi d'urgence de santé publique, je voudrais dire, doit couvrir la totalité de la situation ou bien de l'urgence. Et quand on dit que la loi va couvrir la totalité de l'urgence de santé publique, cela veut dire quoi? Cela signifie que d'abord, il faut que la loi soit beaucoup plus souple et être adaptée à chaque situation, à chaque phase de l'urgence. Vous n'êtes pas sans savoir que nous pouvons avoir des phases de préparation, les phases de confinement, les phases d'atténuation, les phases de suppression et les phases de relèvement de la situation d'urgence. Comme on le voit aujourd'hui avec Covid. Voilà. Et donc la loi doit être adaptée à chaque situation, puisque chaque situation doit être abordée avec une action différente, avec une intensité différente. Donc il faut cette souplesse qui doit exister dans la mise en œuvre, en tout cas, de la loi. Et donc le cadre juridique doit le prévoir. Au même moment, le cadre juridique doit aussi prévoir des mécanismes permanents qui doivent être déclenchés, qui doivent être activés quand l'urgence s'annonce. On ne va pas attendre une urgence de santé publique pour pouvoir mettre en place des mécanismes de coordination. Non. Il faut qu'il y ait des mécanismes qui se préparent d'avance à l'urgence de santé publique, dans la mesure où quand l'urgence arrive, qu'on puisse rapidement les déclencher ou bien les activer. Il faut prévoir. Voilà. De la même manière, il faut que la loi permette également, en ce niveau-là, une sorte d'évaluation. Nous appelons quelque chose la revue interaction, la revue après-action. Donc la loi doit servir, doit mettre en place un cadre de réflexion ou un cadre d'évaluation des bonnes pratiques qui ont été développées durant l'urgence. Donc c'est aussi essentiel pour pouvoir que le pays puisse savoir qu'est-ce que nous avions fait face à l'urgence et quelles sont les leçons apprises, quelles sont les bonnes pratiques à tirer de l'urgence de santé publique afin de se préparer pour une urgence éventuelle. De la même manière, comme je le dis, la deuxième caractéristique, c'est les événements déclencheurs. Quand vous avez un cadre juridique de santé publique, il faut que le cadre juridique puisse définir les événements qui déclenchent l'urgence de santé publique. En termes d'événements, vous savez, nous allons
beaucoup plus loin. Hein. Nous allons beaucoup plus loin si nous prenons les maladies infectieuses. Les maladies infectieuses sont là, constituent des événements déclencheurs, mais il faut aussi toucher les points essentiels. Nous avons les maladies qui sont liées aux aliments, les maladies qui sont liées par exemple aux radiations nucléaires, les maladies qui sont liées aux produits chimiques et qu'il faut toujours prendre en compte. Donc la loi doit, disons, je peux dire, ratisser beaucoup plus large et tenir compte d'un ensemble d'événements pour que quand nous faisons face à l'urgence, que les responsables de santé publique ou bien l'autorité puissent savoir réellement qu'est-ce qui est l'urgence à laquelle je fais face. De la même manière, il faut tenir compte d'autres événements, des maladies nouvelles, c'est comme ça nous les appelons, les maladies nouvelles, à laquelle on ne s'entendait pas. Donc, il faut tenir compte de tous ces éléments. De la même manière également, qu'est-ce que la loi doit faire dans ce sens en ce qui concerne les événements déclencheurs? Tout événement, nous disons, n'est pas événement déclencheur de santé publique. Il faut que la loi puisse prévoir des événements qui sont réellement des urgences de santé publique. Il faut définir des seuils. Puisqu'il y a des événements que, par exemple, notre système de santé publique peut contrôler facilement. Et donc, il faut que la loi nous dise, il faut que la loi dise à quel niveau cet événement-là peut être déclaré ou bien peut être dit une urgence de santé publique. Voilà, ça c'est les deux caractéristiques. La première, comme je l'ai dit, c'est de couvrir la totalité d'urgence. La deuxième, c'est de pouvoir définir les événements déclencheurs. Et le troisième? La troisième caractéristique, c'est que la loi doit prévoir une sorte d'équilibre entre une prise de décision forte mais souple et au même moment avoir des mécanismes de contrôle. Mais comment ça peut se faire? Mais c'est simple, madame. Et donc, avec cet élément, il est important. Vous savez que la loi, c'est l'outil essentiel. Le premier élément, la première des choses, c'est que la loi doit définir de façon claire la responsabilité de tout acteur qui intervient dans l'urgence. Ça, c'est le premier élément. Pour pouvoir éviter les cafouillages, pour pouvoir éviter les confusions entre les responsabilités, puisqu'il y a des nouvelles responsabilités qui sont là. Donc, il faut que la loi d'urgence de santé publique prévoit la définition claire de chaque responsabilité pour que devant, par exemple, un juge ou devant une situation donnée, qu'il n'y ait pas des interprétations qui vont faire fausse. Voilà. Donc, il y a cet élément qui est important. De la même manière, qu'est-ce que la loi doit faire? La loi doit prévoir des coordinations. Quand je parle de coordination, des groupes de travail. La loi doit prévoir des groupes de travail qui auront la charge d'informer l'autorité sur chaque décision à prendre. Chaque décision à prendre, c'est aussi primordial. Comme on le voit aujourd'hui avec le cas de Covid, avec la coordination. Avec la coordination, avec le comité scientifique et tout ça. Donc, il faut que ces groupes de travail existent en amont pour pouvoir aussi informer, travailler. En amont? Oui, il faut que la loi les prévoie. On ne va pas attendre l'urgence. Que l'urgence arrive avant de pouvoir créer ça. Ces groupes de travail pour pouvoir... Et le quatrième? La quatrième caractéristique, c'est fondamental. C'est de pouvoir financer adéquatement. Le cadre juridique doit pouvoir prévoir un cadre, un mécanisme pour pouvoir financer adéquatement. Quand je parle de financer adéquatement, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que déjà, nous avons une idée des institutions qui interviennent en matière d'urgence de santé publique. Nous avons une idée de tous ces acteurs-là, tout ce qui est stock de médicaments, tout ce qui est appui en matière de surveillance des infections, des maladies, tout ce qui est appui en matière de laboratoire, c'est des outils qui existent déjà. Donc il faut que la loi déjà prévoit un financement permanent de ces institutions, de ces actions-là. Et aussi l'élément le plus important là-bas. Il faut que la loi prévoie, parce que nous parlons d'une situation d'urgence, il faut que la loi prévoie des ressources supplémentaires. Il faut que la loi puisse être capable de mettre en place les mesures fiscales afin de pouvoir mobiliser beaucoup plus de moyens et de pouvoir gérer l'urgence. Vous savez, quand on fait face à une urgence, nous avons une diminution des ressources de l'État. Même au même moment, une augmentation des dépenses. Parce que l'État fait face beaucoup à des dépenses supplémentaires. Donc il faut que la loi prévoie ça. Mais il ne faut pas aussi oublier, c'est une urgence. Quand nous parlons du financement, il faut aussi mettre en place des mécanismes importants
en termes de décaissement rapide, pour pouvoir éviter tout ce qui est lourdeur administrative, tout ce qui est lenteur administrative. Parce que les gens sont là, ils sont en première ligne pour pouvoir faire face à l'urgence. Il faut mettre en place les mécanismes rapides pour pouvoir décasser les fonds afin que ceux-ci puissent travailler rapidement et éviter le pire. Puisque ne pas le faire, les retards peuvent amener l'État à faire face au pire. Donc c'est important. Mais au même moment, c'est de mettre aussi en place des mécanismes pouvant en quelque sorte contrôler tout ce qui se fait sur le terrain. Et la cinquième caractéristique? La cinquième caractéristique, c'est de pouvoir doter les autorités de santé publique des outils essentiels, des outils de santé publique. Qu'est-ce que vous mettez dans outils essentiels? Voilà. Et qu'est-ce que nous mettons dans outils essentiels? Vous savez, nous avons plusieurs outils qui sont là. Nous avons le guide SIMR, le guide de surveillance intégrée de la maladie et de la riposte. Donc, ce sont des outils très essentiels, puisque l'État doit continuer son travail de surveillance des cas, son travail de détection des cas, son travail de riposte. Donc, il est important de pouvoir que les tests intègrent ces éléments-là. Et le plus important, en quelque sorte, c'est quoi? Qu'est-ce que la loi doit faire? La loi, fondamentalement, doit également s'appuyer sur, comment est-ce que nous appelons cela, doit faire la différence, c'est ce que je voudrais dire, la différence entre les mesures ou bien les activités exceptionnelles que l'urgence a apportées. Parce qu'il faut distinguer ce qu'il faut faire en matière d'urgence, en matière de santé publique, normale et en matière d'urgence sanitaire. Donc les responsabilités ne sont pas les mêmes. Il faut pouvoir distinguer ce qu'il faut faire des deux côtés. Donc la loi doit prendre en compte tous ces éléments. Il y a un élément qui me tient en cœur, c'est l'élément 5, la caractéristique plutôt 6, et qui porte sur respect des obligations du RSI. Qu'est-ce que RSI? Le RSI, c'est le règlement sanitaire international. Règlement sanitaire international. Règlement sanitaire international. Aujourd'hui, nous sommes au RSI 2005. Le RSI, c'est l'ensemble, est un condensé d'obligations, de droits et d'obligations en charge des États en matière face à la propagation des maladies, à la propagation internationale des maladies. Et donc, le RSI oblige les États à prendre certaines mesures. Et ces mesures concernent par exemple le renforcement des capacités aux points d'entrée. Les points d'entrée, comme vous savez, sont en quelque sorte le couloir de transmission des maladies. Quand nous prenons nos frontières, plus les frontières aériennes comme les frontières terrestres. Donc c'est le couloir de transmission des maladies. Donc le RSI, c'est important de pouvoir renforcer les capacités, de prendre les mesures à ces points d'entrée. C'est également important, le RSI demande également qu'on nomme un point focal national. Un point focal national RSI qui doit être en mesure de communiquer à tout moment, 24 heures sur 24, avec l'OMS. Il y a également la notification qu'il faut faire à l'OMS, les obligations que les États doivent prendre en compte obligatoirement en matière. Qui permet aux institutions internationales de voir comment les pays ça se passe et de lutter ensemble contre la propagation des maladies sans faire entrave au commerce international. Au commerce international, ça c'est très important. Alors le 7e porte sur les droits de l'homme, les droits humains. Pourquoi? Les droits humains sont essentiels. Ce n'est pas parce que nous sommes ou bien on est en matière d'urgence de santé publique qu'il faut violer les droits humains. C'est important. Et donc, les droits humains doivent être réglementés. Les droits humains doivent être réglementés. L'État doit, quand on fait face à une urgence de santé publique, de respecter les droits humains, les droits contenus, les droits internationaux, les droits humains. Est-ce à dire que quand on est dans un état d'urgence de santé publique, les droits humains sont en danger? Oui. Comment? Parce que l'urgence de santé publique peut restreindre les droits. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est quoi? Quand on fait face à l'urgence, il faut nécessairement respecter les droits humains, tenant compte du droit international des droits humains. Et quand je parle du droit international des droits humains, je voudrais parler du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ce n'est pas parce que nous sommes en urgence de santé publique qu'il faut porter atteinte à la vie humaine. Ce n'est pas parce que nous sommes en urgence de santé publique qu'il faut
limiter la liberté d'expression. Non. Donc il y a des droits fondamentaux auxquels il ne faut pas déroger. Mais il peut arriver d'apporter aussi des restrictions à certains droits. Mais pour apporter la restriction à certains droits, je prends par exemple le droit d'aller et venir. Si vous voulez apporter la restriction à certains droits, il faut en ce moment nécessairement respecter certains principes, certains critères qui sont définis par le droit international. Je vais parler du critère de nécessité. Quand vous prenez une mesure, il faut vous demander si la mesure que nous prenons est nécessaire face au risque auquel nous faisons face. Est-ce que la mesure est nécessaire face à la situation à laquelle nous faisons face? C'est très important. Il faut également aussi tenir compte du critère de légalité d'ailleurs. L'égalité. Il faut que déjà que votre cadre juridique prévoit cela. Il faut que les lois prévoient ces restrictions-là. On ne peut pas les inventer. Donc, en dehors du principe de l'égalité, il y a le principe de l'équité, je ne sais pas. Il faut aussi toucher du doigt le principe de proportionnalité. Est-ce que la mesure que vous prenez, est-ce qu'elle est proportionnelle face au danger qui vous fait face? Est-ce que la mesure est proportionnelle? Donc, il faut toujours définir tout cela. Il faut également que la mesure ne soit pas discriminatoire. On ne peut pas prendre une mesure parce qu'on est dans une situation d'urgence de santé publique pour, par exemple, les gens qui ont la tête rouge, une autre mesure pour les gens qui ont la tête noire, madame. C'est très important. Comme un moment de règlement de compte. Voilà. Donc, c'est important de respecter ces 4 principes. Le principe de proportionnalité, le principe de l'égalité, de nécessité, de proportionnalité et de la non-discrimination. On va continuer, nous sommes au septième caractéristique. Alors, la 8e caractéristique porte sur quoi? La 8e caractéristique, c'est de pouvoir intégrer les stratégies de santé publique qui fonctionnent, les stratégies fonctionnelles de santé publique. C'est aussi très important de pouvoir toucher ce côté-là. Qu'est-ce qu'il faut dire? Il y a plusieurs éléments qu'il faut prendre en compte. Il y a le contrôle des maladies, les PCI, la prévention et le contrôle des maladies. Il faut tenir compte de ces éléments. Il faut aussi tenir compte de tout ce qui est en lien avec les traitements qu'il faut avoir, les vaccinations qu'il faut avoir. Il faut que déjà le cas juridique, la loi nous dise quels sont, quand on fait face à une telle situation d'urgence, pour pouvoir avoir la réponse, quels sont les traitements qu'il faut, quels sont les vaccins qu'il faut, prendre les mesures nécessaires pour voir l'efficacité de ces vaccins-là et tout. Donc c'est aussi important à voir. Il faut aussi tenir compte des traitements qu'il faut pour les maladies, hein, les cas, les maladies. Je prends par exemple les diabétiques, il faut aussi prendre soin de ces maladies. Et la 9e? La 9e, c'est la circulation des données. Madame, on a besoin réellement la circulation des données, oui, ça m'intéresse. On a besoin vraiment des données. Pour que l'autorité puisse prendre ses décisions, il faut avoir des données fiables, des données efficaces. Et donc, la loi doit permettre une libre circulation des données et mettre l'accent sur la confidentialité tout autour de ces données-là. Ce n'est pas tout le monde qui doit avoir accès à ces données. Donc, les données doivent être délivrées dans un format d'anonymat afin de permettre à l'autorité. Et ça rentre aussi dans le cadre des droits humains, non? Tout à fait, ça rentre dans le cadre des droits humains. Donc c'est la vie privée en quelque sorte. C'est ça, c'est la vie privée qui est protégée. Donc c'est important, il faut que la loi aussi réglemente les données standards qu'il faut aussi prendre. Voilà. Et la 10e? La 10e, c'est la protection du personnel de santé. Oui, ça c'est clair. On voit que le Covid nous a démontré ça avec les personnels de santé qui étaient au front partout dans le monde entier. Oui, c'est important. Il faut que déjà le cadre juridique puisse penser à mettre en place les mécanismes d'indemnité ou de primes à ce personnel de santé. Quand je parle de personnel de santé, je ne me limite pas seulement à ce médecin qui est là, mais je vais jusqu'à la femme de ménage, le corps vraiment. Le corps, tout ça là, même à la famille du médecin qui est au front à tout moment. Donc, il faut protéger ce personnel de santé pour pouvoir éviter les dérives dans la société. La 11e caractéristique d'une loi d'urgence de santé publique, c'est appliquer les règles sans imposer les sanctions injustes
Et là, cette loi ou bien cette caractéristique, la 11e, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Oui, ça veut dire beaucoup de choses, Madame Boulan. Ici, nous tenons aussi compte un peu de l'éducation, la responsabilité de l'État à éduquer la population quand on fait face à l'urgence. Parce que l'État a tout intérêt que la population puisse respecter les mesures du genre de santé publique. Donc, il a ce rôle, cette responsabilité de pouvoir éduquer les citoyens afin que ceux-ci puissent respecter les mesures imposées par l'urgence. Et donc, l'État lui-même, bien les responsables, les autorités elles-mêmes doivent servir d'exemple à cette communauté-là dans la mise en œuvre ou bien dans le respect de ces mesures. Les mesures ne seront pas seulement faites pour les citoyens lambda, mais les responsables, même les premiers responsables du pays, doivent également les appliquer. Donc ça, ce sont des mesures qu'il faut prendre en compte. Également aussi, c'est de pouvoir, les lois doivent permettre aussi d'éviter les sanctions beaucoup plus, la répression, je veux dire, la répression, et d'être beaucoup plus souple. Afin d'amener les populations à respecter ces mesures-là. Pour aller aux sanctions, bien à la répression, il faut vraiment tenir compte des cas exceptionnels où peut-être le comportement de l'individu va causer directement la mort de l'autre parce qu'il s'est mal comporté, parce qu'il n'a pas respecté les mesures. Donc il faut tenir compte de certains critères. Sinon, nous privilégions en quelque sorte le côté éducation de la population, le côté de montrer l'exemple, par exemple, à la population en ce qui concerne le respect des mesures barrières et de prendre les sanctions beaucoup plus souples et non beaucoup plus soft. Mais à des extrêmes, mais à des extrêmes, il peut y avoir des sanctions, des répressions. Au cas où les personnes mettent en danger la vie de tout un pays, la vie de toute une population. Là, c'est du boulot, hein? C'est du boulot, tout ça. Alors, la deuxième caractéristique, rapidement. La deuxième caractéristique, c'est la transparence. La transparence. C'est la transparence. Et quand je parle de transparence, nous mettons beaucoup l'accent sur des éléments, par exemple, en lien avec les informations à faire passer, les informations à divulguer. Donc tout ce que l'État doit faire dans l'urgence doit avoir des caractères de transparence. Il faut que la population puisse savoir comment les choses se font. Au niveau de la gestion. Que ce soit de la gestion, que ce soit de la gestion, que ce soit la situation à laquelle nous faisons face, il faut qu'il y ait cela. J'avais parlé d'une caractéristique, je pense la première caractéristique où je parlais de la préparation, les intensités différentes, ou bien le seuil. Par exemple, la loi par exemple, doit définir les seuils, les seuils du risque, les seuils, voilà, le niveau du seuil des risques qui va amener l'État à prendre des décisions. Donc, ce sont ces éléments-là qui vont permettre à l'État de pouvoir beaucoup plus communiquer avec le public, de dire faites ceci, ne faites pas ceci, nous sommes à tel niveau de l'urgence, c'est telle décision qu'il faut prendre. Et là, la population a beaucoup plus confiance parce que l'État a les éléments palpables sur lesquels il informe. Pour les mettre en voilà, confiance. Les éléments pour les mettre en confiance. Donc, avec des faits précis, voilà. Et donc, il est important en ce moment que l'État puisse jouer le rôle de contrôle des informations qui circulent. Parce que nous sommes, vous le savez, nous sommes au temps des réseaux sociaux, toute information peut circuler. Donc l'État doit être très rapide. Cette histoire de désinformation. Voilà. Donc l'État doit être très, très éveillé à ça pour pouvoir stopper, arrêter la désinformation à travers des mécanismes mis en place par l'État. Et aussi de protéger les journalistes qui sont aussi, nous sommes comme les professionnels de santé qui informent le public, les lanceurs d'alerte et autres. Donc c'est ce qui est important aussi. Alors, j'ai une question, c'est on vient de parcourir avec explication bien détaillée les 12 caractéristiques d'une loi d'urgence de santé publique. Alors, qu'est-ce qui explique maintenant la différence entre les divers États en matière du cadre juridique des lois de la santé publique? Madame, je vous comprends, c'est normal, il y a une différence parce que nous n'avons pas les mêmes systèmes de santé. Nous n'avons pas les mêmes systèmes de santé publique.
Si vous prenez même la Covid qui a secoué tout le monde, qui a Oui, ébranlé tous les systèmes de santé publique, on n'arrive que ce plus soit à- les pays développés comme les pays moins développés, donc nous n'avons pas les mêmes systèmes de santé publique. Aussi, tout dépend aussi de la nature de chaque maladie, de chaque événement. Ok. Et aussi, il faut tenir compte des circonstances liées à chaque pays, les besoins liés à chaque pays. Donc on ne peut pas avoir les mêmes choses. Monsieur Paul Dossou Banka, j'aime bien votre nom. Ah, merci beaucoup. Existe-t-il un lien, cette question m'importe personnellement, Ah, d'accord. un lien entre la santé publique et l'environnement? Bien sûr, madame. J'ai fleuri, en tout cas j'ai touché du doigt ce point au niveau de la classicité relative aux événements déclencheurs. Quand j'expliquais la chose, aujourd'hui 60% des maladies infectieuses sont issues des animaux. Donc nous avons nécessairement un lien entre l'environnement et la santé publique. Il y a plusieurs maladies, je l'avais dit, les maladies qui sont liées aux aliments, alimentation, les maladies qui sont liées à l'alimentation. Il y a les zoonoses. Donc la plupart des infections aujourd'hui sont issues de ce secteur de l'environnement. La faune sauvage. Et comment aujourd'hui on peut promouvoir la santé publique tout en tenant compte des défis environnementaux que nous avons aujourd'hui? Oui, la promotion de la santé publique, aujourd'hui, elle est importante. C'est ce que nous faisons d'ailleurs, en faisant ce travail sur les 12 caractéristiques. Et il est important, comme je le dis, d'asseoir une coordination multisectorielle ou multi-institutionnelle. Que ce soit la santé, l'environnement, l'agriculture, ces institutions doivent travailler ensemble pour pouvoir lutter efficacement contre ces infections, ces maladies-là. Nous avons plusieurs approches. En dehors des zoonoses que je cite, on a l'approche par exemple, le One Health, l'approche une seule santé. Oui. Donc on doit aborder ensemble, dans une coordination, ces questions-là pour pouvoir travailler et lutter efficacement contre ces infections qui sont... Voilà. Monsieur Paul Dossou Banka, quel message vous avez actuellement à l'endroit de ceux qui nous regardent actuellement? Je voudrais nous appeler tous, surtout au respect des mesures barrières, à la vaccination contre la Covid, parce que c'est un mal qui tue. Et donc il est important que la population puisse massivement se faire vacciner et respecter les mesures barrières. C'est très important pour pouvoir sortir de cette situation, de cette urgence de santé publique qui tue le monde entier. Donc c'est important. Et je voudrais également aussi remercier l'État pour toutes les mesures qui sont prises dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Les réalités sont là aujourd'hui en termes du nombre de décès, en termes des cas positifs enregistrés, tout ça là, des guérisons que nous avons. Nous saluons déjà les efforts de l'État pour ces mesures-là, c'est important. Et le reste, comme je le dis, mesures barrières obligent. Continuons la lutte ensemble pour pouvoir sortir de ce drame-là. Et je remercie le ministère de la Santé quand même avec lequel nous travaillons sur les questions des lois d'urgence de santé publique. Merci madame. Merci beaucoup de nous avoir suivis et ce numéro très spécial qui a porté sur la loi d'urgence de santé publique. Nous sommes, vous le savez, dans un cas très critique partout dans le monde et la question d'urgence de santé publique nous préoccupe. Merci de nous avoir suivis. Nous avons reçu un juriste aguerri qui nous a accompagnés tout au long de cette émission et a partagé avec nous 12 caractéristiques d'urgence de santé publique et comment il faut faire la promotion d'une bonne santé publique. Merci de nous avoir suivis. Nous restons en contact. D'ici là, portez-vous bien. Nous vous souhaitons une bonne fin d'année 2021.